La sonde Rosetta. Il y a eu aussi récemment les dernières aventures, la dernière aventure de Rosetta. Et Luisa Maria Lara, qui a travaillé directement sur les projets, pourra bien nous montrer des belles images et nous expliquer quels sont ce qu'on a appris grâce a la mission, a cette mission-là. Como comentaba, todos hemos oído hablar de Rosetta durante todos estos años, su largo viaje, su llegada al cometa, las vicisitudes de la sonda Philae. Luisa Maria Lara, como miembro que ha trabajado durante muchos años en esta misión y probablemente siga trabajando, nos vas a mostrar buenas imágenes, y no solo eso, sino qué hemos aprendido de los cometas y gracias a esta misión espacial. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, y como ha dicho, supongo que eres Saturno. Vale. No voy a hablar solamente de las imágenes que nos ha dado la misión Rosetta, sino también de la ciencia general que implica formación del sistema solar, evolución del sistema solar y procesos muy complicados que no conocemos y no sabemos explicar. Va a hablar de la misión. Conférencière va nous parler de la mission Rosetta, mais elle va déborder le sujet un petit peu sur des problèmes concernant la formation du système solaire et encore beaucoup d'inconnus qui planent précisément sur les objets primitifs du système solaire. Lo primero que quiero introducirle, está en inglés. Bueno, ¿qué es un cometa? ¿Por qué queremos aprender de ello? ¿Y qué ha sido la misión Rosetta? Voilà les trois questions sur lesquelles elle va répondre. Qu'est-ce qu'une comète? Ensuite, qu'est-ce que nous apprenons par les comètes? Et Rosetta en particulier, qu'était la mission Rosetta? Bueno, ¿qué es un cometa? Pues quizá es uno de los objetos más atractivos que ocurren en el cielo y se han observado desde el principio de la humanidad. Los cometas son algunos de los objetos más atractivos que aparecen en el cielo y se han observado desde el principio de la humanidad. Voilà. Les comètes font partie des objets qui sont les plus énigmatiques, spectaculaires, et il y a une petite histoire là, qui nous raconte. Los cometas han sido observados desde la época primitiva, desde la época del Neolítico, básicamente. Un cometa es una bola de hielo de agua sucio que al acercarse al Sol evapora el material y emite una cola de gas y una cola de polvo. Une comète, c'est une boule de glace et de matière organique, une boule de glace, disons, noire, et quand elle se rapproche du Soleil, la température s'élève et donc elle va perdre de la matière, ce qui est la queue que nous voyons ici. La cola azul es la cola de iones de agua y la cola blanca es la cola de polvo. Voilà, en réalité il y a deux queues. Il y a celle de poussière que vous voyez légèrement incurvée, qui est la plus grande, et la queue bleu foncé, qui est une queue de plasma directement opposée au Soleil. El primer científico que se dio cuenta que los cometas pertenecían al sistema solar fue Tycho Brahe, que junto con Newton pudo formular precisamente las leyes de movimiento de estos cuerpos y derivó que pertenecían al sistema solar. No era algo esporádico que venía a nuestro sistema planetario. C'est Tycho Brahe qui a compris, qui a conclu que ce type d'objet du ciel devait être lié à la gravitation universelle, la loi que Newton a établie quelques années plus tard. Algo importante que quiero comentar y que tiene implicaciones en lo que luego diré es que estos cometas, o todos los cometas, cuando se acercan al Sol y empiezan a expulsar material, tienen una especie de efecto cometa que cambia su órbita a lo largo de la vida. Alors, les comètes, quand ils s'approchent au Soleil, il y a des matières qui sortent et ça va faire un effet
de propulsion qui vont changer les mouvements de la comète. Disons que lorsque la comète se rapproche du Soleil, l'effet d'éjection de matière entraîne un phénomène de rotation et qui se traduit par ensuite des réactions, des jeux de réaction qui accompagnent la... Alors, este es complicado. Un científico de Estados Unidos, Fred Whipple, fue la primera persona en los años 50 que realmente dio una forma científica a lo que era un cometa. En lo que mencionaba anteriormente, una bola de hielo de agua con material sólido. Voilà. Cette personne, Fred Whipple, dont le nom Fred Whipple. Whipple, voilà, Ouais. fut le premier qui a conçu l'idée que le noyau d'une comète, c'était bien sûr le noyau, était une boule de glace avec de la matière, différente incluse, mais essentiellement de la glace. Este es un dibujo así muy sencillo, muy burdo, ahora ya podemos confirmarlo mejor, de cómo se comporta un cometa cuando se acerca al Sol. El hielo evapora o sublima directamente, pasa de hielo a gas, produce estas moléculas, llega radiación solar y la fotodisocia en esta familia de compuestos. Desde los años 50 se podían ver solamente estas moléculas y son las que nosotros usamos para hacer ciencia y pensar o adivinar lo que ocurría en el interior. Les molécules qui s'échappent dans la matière évacuée par la comète, ces molécules-là sont ensuite dissociées par les radiations solaires et se transforment en molécules plus simples qui sont celles que l'on va observer quand on étudie le spectre de la comète. Alors, ¿por qué queremos aprender de los cometas? O sea, gastar miles de millones de pesetas o euros en una misión espacial es porque los cometas, desde que se formaron, han estado muy lejos del centro del sistema solar y guardan las características primitivas de los procesos que allí ocurrieron. Le grand intérêt des comètes, c'est que ce sont des objets qui se sont formés au début du système solaire, en même temps qu'au début, et comme elles sont très éloignées du Soleil, ne sont pas réchauffées, elles sont restées toujours telles qu'elles sont. Elles sont donc une image de ce qu'était le système solaire lors de sa formation, de ce qu'étaient les objets du système solaire lors de la formation. Esto es una película que está en conexión con la charla que hemos oído anteriormente, donde se aprecia cómo se forma un sistema solar, un sistema planetario, está la estrella central, el disco de polvo, el disco de gas, ocurren algunas inestabilidades, se forman los planetas y los desechos de esa formación de planetas salen eyectados a una región izquierda. Voilà, cette petite vidéo nous montre une image de la formation du système solaire. Effectivement, on est parti du disque de poussière protoplanétaire, et puis progressivement, les planètes se sont formées, et les comètes sont restées très à l'extérieur, très loin du Soleil. Esta es la misión Rosetta, son dos vídeos de presentación muy cortitos. Es hasta ahora la herramienta más precisa para decirnos cómo se formó el sistema solar. Se lanzó en el 2004, ha estado 10 años en viaje interplanetario, de ellos 3 en hibernación, y desde el 2014 hasta hace 2 semanas tuvimos decenas y miles de imágenes y miles de espectros de cómo era un cometa. Disons que la mission Rosetta était de retrouver une comète Chury, voilà, et disons que le voyage a été très très long, parce que d'abord on a choisi un itinéraire qui n'était pas le plus direct, mais qui était le plus économique en énergie, et cela a conduit à mettre en sommeil les instruments de la mission pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on les réveille, comme vous le savez, en 2015, pour le début de la mission près de la comète. Esta misión tenía un módulo de aterrizaje del tamaño aproximado de una lavadora, que es Philae, y accidentalmente pues no pudo proporcionar todos los datos, pero aún así hay información valiosa que explicaré posteriormente. Donc le petit robot Philae, voilà, qui a été
envoyé sur cette comète. Bon, je ne vais pas bien compris ce qu'il fait. Il n'a pas fait un... Ah oui, non, ça on savait, oui. Oui. D'autant que vous savez que, bien sûr, on ne vous apprend rien. Il est bien tombé sur la comète, mais il n'est pas tout à fait tombé là où on avait espéré, et il s'est coincé dans un rocher. C'est pourquoi il n'a pas donné les résultats que l'on avait escomptés, mais on est déjà très très content d'avoir envoyé sur une comète un petit robot fait par des hommes. Esta fotografía de aquí es quizá, bueno, es de hecho uno de los primeros selfies espaciales. Es una imagen tomada por la cámara de Philae. Este es el panel de energía solar de Rosetta y esta es la imagen real del cometa. Voilà, depuis Philae, donc on a quand même pu faire quelques photos. Il y a eu quelques photos qui ont été prises au moment de sa descente, je suppose. Et ce qu'on aperçoit, c'est un panneau de Rosetta. Et la comète, elle est plus loin, c'est ça? Oui, voilà. c'est Et l'objet que l'on voit derrière. Este, bueno, no hay mucho tiempo, pero estos son todos los instrumentos que lleva el módulo Rosetta y el de aterrizaje, y están pensados para estudiar en todas las longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta microondas. Hay un espectrómetro de masa para conocer las moléculas, hay instrumentos para medir la subsuperficie, o sea, es un laboratorio muy valioso para conocer qué ocurre en los cometas. Voilà, ici on a une panoplie des instruments qui étaient les uns sur le module Rosetta, les autres sur le module Philae, et tous ces instruments avaient une mission très précise, qui étaient des analyses moléculaires, spectrales, de la surface, de Philae, du gaz. Disons que c'est un véritable laboratoire ambulant qui a été envoyé sur cette comète. Estas imágenes son del viaje de Philae, se hicieron una vez que el módulo había ya se había separado de la nave nodriza, digamos, de Rosetta, y estas imágenes las adquirió la cámara Osiris, se ve como claramente se va acercando al núcleo. La comète, quand elle est tombée, elle a rebondi plusieurs fois. Elle a rebondi plusieurs fois, et le dernier rebond, qu'elle est allée s'encastrer dans un rocher. Mais le suspense a été très grand, enfin vous en souvenez certainement, parce que bon, après un premier signal donné, il n'y avait plus de signal, parce que la comète était repartie en l'air, et puis après, quand elle est retombée, il y a eu un nouveau signal, donc c'était une grande aventure. En realidad, la nave rebotó 2 veces. Durante esos rebotes, las medidas que se adquirieron permiten concluir que el núcleo del cometa no tiene campo magnético. Voilà, c'est une des premières informations qui a été assez vite donnée par Philae, c'est qu'il n'y a pas de champ magnétique sur cette petite comète. Voilà, ça c'est clair, pas de champ magnétique. No tiene campo magnético per se, ni el material en la superficie. Il n'y a pas de champ magnétique sur le núcleo, sur les comètes, oui. Mais non plus sur les petits matériaux. Il n'y a pas de champ magnétique non seulement sur la comète elle-même, mais sur les petits grains, les petits objets. Il n'y a pas d'espace, de campo magnétique. Voilà, il n'y a pas de champ magnétique. Eso nos dirá cómo, o ayuda a saber en qué momento y cómo se formó el núcleo del cometa. Donc c'est important pour, quand on envisage la formation précisément de ces objets. Creo que ahora viene una secuencia de las primeras imágenes del núcleo del cometa. Esta es el 3 de agosto del 2014. Se hizo desde 280 kilómetros de distancia y cada píxel son 5,3 metros. Voilà, ceci là. Et donc une vue de la comète prise de très près. Vous avez la date et la vitesse, non, la distance, la longueur de cette 285 km et avec une résolution de 3 mètres par pixel. Cuando vimos esta imagen nos quedamos muy sorprendidos porque la forma es muy peculiar y además la orografía o las características que tienen son muy intrigantes. Tout le monde a été très très surpris de cette forme parce qu'elle n'est pas du tout habituelle, une forme comme ça bilobée, et puis de la surface aussi, des trous, des failles. Donc la surprise a été très très grande de trouver un objet qui ressemble à ça. También en algunas de las imágenes, cuando la resolución era mayor, podíamos ver aspectos que parecen campos de dunas. Avec une meilleure résolution, certaines images
on montrait des endroits où on dirait, on penserait, on croirait voir des dunes, ce qui est évidemment étonnant. Sí, porque no puede haber dunas, puesto que no hay vientos, no hay una atmósfera estable. Une dune est formée par le vent, il n'y a pas de vent sur Chori, donc disons que cette forme est assez curieuse sur une comète. Se ven también, bueno, se ve irregular, pero se ven zonas con acantilados, zonas muy Il y a des llanas. falaises également, Ujú. des falaises, des failles, des trous. Esto es un resumen así rapidito de todo lo que se ha descubierto en cuanto al tamaño o en cuanto a grosso modo lo que es el núcleo cometario. Está el volumen, está la masa, por lo tanto podemos sacar la densidad y la porosidad. Básicamente el cometa es hueco, flotaría en el mar. Ce tableau résume les principales caractéristiques physiques que l'on a pu mesurer sur Churi. Et donc on a le volume, on a la masse, on a la densité, ce qui est très intéressant, la densité, parce que ça permet de comprendre que cet objet est très très léger. 70-80%, c'est la porosité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trous, ce qui fait que la comète flotterait sur l'eau. Esta cuadro de aquí nos indica la cantidad de agua, de vapor de agua que sale directamente como forma de la sublimación del hielo, y en diferentes distancias al Sol vemos que la cantidad no es muy grande, son 300 mililitros por segundo, 600 o 1200 mililitros por segundo en agosto de 2014. Lo que hemos descubierto después, y ahora mostraré la imagen, es que este agua sale como gas, se enfría, y cuando el núcleo cometario entra en sombra, se congela sobre la superficie. Es lo que hemos llamado el ciclo del agua en el cometa. Donc ici, c'est ce qui concerne l'eau éjectée par la comète se rapprochant du Soleil, la glace s'évapore et ça forme donc de l'eau. Et le débit est évidemment variable selon la proximité du Soleil. 1200 litres par seconde, c'est important. Et alors on a constaté que cette eau qui est évacuée sous forme de vapeur, lorsque elle s'éloigne de la comète et qu'elle rentre dans la zone d'ombre formée par la comète, elle se recongèle. Otro descubrimiento que hemos hecho es que la temperatura en la superficie responde muy rápidamente al cambio de la insolación. En cuanto entra en sombra, se enfría muy rápido. La surface de la comète a une très faible inertie thermique, c'est-à-dire qu'elle se refroidit très très vite dès qu'elle n'est plus ensoleillée. Y entre la Non, superficie... c'est le contraire, elle manque d'inertie. Elle a peu d'inertie thermique. Entre la superficie y la subsuperficie hay un gradiente térmico muy grande, y eso significa que el polvo tiene lo que acaba de decir, una inercia térmica muy grande. Valores. Hay también un valor muy importante que nos indica cómo se forman los cometas, y es el valor de hielo a polvo o polvo-hielo, y es un factor 4. Quiere decir que los cometas, si recordamos la charla anterior, se formaron en ese disco protoplanetario donde hay gran abundancia de polvo, porque es mayor que la de hielo. Disons que la température mesurée de la glace, De la superficie, de la surface. y la subsurface, et de la subsurface oui, sont différentes. très différentes, oui. Ce qui est l'indice qui explique de la formation, de l'époque de la formation de la comète. Et aussi el cociente entre polvo y hielo. Polvo se forma en el disco planetario, hielo a nivel superior. Oui, on distingue la glace formée à la surface et la glace à une certaine distance. Las primeras imágenes también nos preguntamos dónde está el hielo para que sublime en forma de gas, y en el caso de Churyumov-Gerasimenko está en la región que separa los dos lóbulos, en la zona más azul que ocurre. La partie de la comète qui est la plus active du point de vue de l'eau que l'on a pu observer, c'est l'étranglement entre les deux lobes. Este es el ciclo del agua que he mencionado anteriormente, o sea que lo vamos a pasar. Oui, je n'avais pas prononcé le mot, mais on parle de cycle de l'eau sur la comète, puisqu'effectivement elle est évacuée et elle y revient sous forme de glace. Hemos descubierto nuevos procesos fotoquímicos
que ocurren a las moléculas cuando se desprenden de la superficie y uno de ellos es un descubrimiento que pensábamos que podía ocurrir, pero nunca se había medido porque no teníamos datos en la cercanía de la superficie. Y lo que ocurre es que sale una molécula, viene un fotón del Sol, libera un electrón y este electrón vuelve a romper las moléculas. Ici, c'est quelques-unes des molécules qui ont pu être détectées pour la première fois sur une comète. Et on constate qu'il y a, avec l'action du rayonnement solaire, une modification, une élimination d'électrons qui va donc modifier d'autres molécules. Il y a un transfert d'électrons d'une molécule à l'autre. Los electrones que no interaccionan con otras moléculas producen un campo magnético o producen, digamos, líneas de campo magnético muy complejas alrededor del núcleo. El núcleo cometario está aquí, el viento solar viene en esta dirección y esta es la interacción de esos electrones con el campo, con el viento solar y con su carga. Oui, on constate une interaction entre ces électrons qui sont des particules chargées et le champ magnétique solaire qui se traduit par, autour de la comète, une divergence des lignes de champ magnétique, comme on va le voir ici. Es la primera vez que se puede ver. Et c'est la première fois que l'on a pu constater cet effet sur une comète du champ magnétique, de la déformation du champ magnétique au voisinage d'une comète. Y eso se constató con las medidas de un instrumento que mide el campo magnético solar y cuando entró en la región de protección, la cavidad magnética, no había medidas y cuando salió la voilà, c'est très net parce que des mesures ont pu être faites. Hors du champ de la zone de la comète, il y a un champ magnétique et à l'endroit où se trouve la comète, et donc l'endroit qui est entre les deux branches de la fourche, il n'y a pas de champ magnétique. Donc c'est un effet qui est vu pour la première fois, qui a été noté pour la première fois. Era siempre pensado que podía ocurrir, pero no se había medido. Voilà. On pensait que ça pouvait être comme ça, mais là on l'a observé. Esto es lo que llamamos sopa química, partiendo de moléculas primitivas muy sencillas, agua, monóxido de carbono, metano y amoníaco. Mediante esas reacciones y reacciones de los subproductos se han detectado alcoholes, carbonilos, aminas, nitrilos y se ha detectado glicina, el primer aminoácido. La combinaison des molécules primitives, puisque sont l'eau, le monoxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac, on a pu constater des molécules beaucoup plus complexes qui sont ainsi indiquées, et c'est la première fois qu'on a trouvé des acides aminés, un acide aminé, je crois qu'un seul, la glycine, qui est un des premiers acides aminés qui a donc été trouvé jamais sur une comète, c'est vraiment une première. No se han podido, la formación posterior de aminoácidos más complejos necesitan la presencia de agua líquida. D'accord. Pour qu'il y ait des molécules d'acides aminés plus complexes que la glycine, il faut que ça se passe dans de l'eau liquide, ce qui n'est pas le cas ici. Probablemente se piensa que los cometas pudieron traer glicina a la Tierra, había agua líquida y pudo originarse la vida. Donc bien sûr, il y a eu l'idée qui germe, c'est que si des comètes ont pu apporter cette molécule, cet acide aminé, la glycine, dans les eaux à la surface de la Terre, dans le milieu aqueux, d'autres molécules d'acide aminé ont pu être formées et, mon Dieu, la vie a pu comme ça commencer à exister, à se faire. Estos son algunos de los compuestos. Desde el punto de vista de evolución del sistema solar, hay una molécula que es el agua con un átomo de deuterio que nos indica o nos da una idea de quién trajo el agua a la Tierra. Entonces, la Tierra tiene un valor de deuterio sobre hidrógeno que coincide con los meteoritos, con las condritas, y precisamente, bueno, pues el agua, el deuterio que se ha encontrado en el cometa Churyumov-Gerasimenko está un poco por encima del valor que hay en la Tierra, pero no puede descartar lo que he dicho anteriormente, porque tenemos una muestra. Voilà. La théorie de l'eau apportée donc par les comètes sur la Terre est une théorie intéressante, mais il y a un problème, c'est le problème de l'isotopie, parce que
certaines molécules d'eau sont faites non pas avec de l'hydrogène, mais avec du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Ce sont donc des molécules particulières, et on a constaté que le taux de ces molécules avec l'isotope est différent dans la comète et dans les eaux de la Terre. Donc, il ne faut pas non plus faire une corrélation immédiate entre l'eau des comètes et l'eau des océans. Il y a des différences isotopiques qu'il va falloir éclaircir. Otro elemento importante para conocer de dónde viene el agua en la Tierra es el argón, pero las medidas de Churyumov-Gerasimenko no son concluyentes. Estamos analizando los datos correspondientes a xenón, que es un elemento quizá más crítico para saber el origen del agua en la Tierra. D'accord. Disons qu'il faudra, pour poursuivre cette question de l'eau et de l'origine de l'eau sur la Terre, il faudra faire appel à d'autres isotopes, des gaz rares, en particulier du xénon, qui pourraient nous donner des informations plus précises. El resumen del agua en la Tierra es que no podemos excluir que proceda de los cometas, pero tampoco podemos concluir que procede de los cometas. Voilà. Pour l'instant, c'est une question qui est en l'air. On ne peut pas affirmer que l'eau des océans vient des comètes, mais on ne peut pas non plus le rejeter. On est en période de recherche. Otro elemento importante es el nitrógeno molecular, y las medidas que tenemos sobre el nitrógeno molecular nos dicen que los granos que dieron lugar al núcleo cometario junto con el hielo se formaron en un entorno muy frío, aproximadamente 30 Kelvin. Si recordamos los números anteriores que se han mencionado en unidades astronómicas, esta nube molecular que formó el Sol y el sistema solar parecía ser muy caliente. Donc, dans la composition, quand on calcule le rapport azote-CO, eh bien, on constate qu'il est plus faible que la valeur que ce qu'on sait dans le disque protosolaire, que ce qu'on suppose. Autrement dit, là encore, il y a un petit problème, c'est que donc les grains cométaires qui vont former la comète, eh bien, ils se sont formés à une température inférieure à 30 K, et donc ça complique un petit peu de savoir exactement à quel moment de la formation du système solaire ils se sont formés, et donc les comètes ont pu naître. Hay un descubrimiento que cuando se hizo nos trajo de cabeza, que era el oxígeno molecular. Jamás hubiéramos esperado encontrar oxígeno molecular en un núcleo cometario, ni en la envuelta gaseosa, ni en la coma. El origen está todavía bajo estudio, porque hay discrepancias entre qué pudo dar lugar a ese oxígeno molecular, si la nube molecular fue cálida en su momento y hubo procesos turbulentos que la enfriaron, o si se formó de una nube molecular el sistema solar, que era excepcionalmente fría. Alors, O2 c'est le dioxygène. On a trouvé du dioxygène dans la comète. Oui, voilà. C'est primitif. On a trouvé du C'est dioxygène. pas de photochimie. Voilà. Par contre, on n'a pas trouvé d'ozone, si je comprends bien. Non, on n'a pas trouvé d'ozone. L'ozone, c'est le produit de la photochimie ou de la chimie de l'oxygène. D'accord. Alors, la question est de savoir si le solaire se serait formé dans un nuage moléculaire chaud, relativement chaud, bien sûr, entre parenthèses. Est-ce que cet oxygène a été capturé par le disque protoplanétaire qui aurait capturé venant d'un autre astre ou de l'oxygène? Disons qu'il y a le problème posé par ce dioxygène trouvé dans la comète. Il y a comme ça des problèmes de chimie qui sont lancés, qui sont donc très intéressants à suivre. Et pas de réponse. Et il n'y a pas de réponse aujourd'hui, donc il y aura peut-être une autre manipulation, une autre mission sur une prochaine comète. Donc ce sont des points, encore des points d'interrogation. Esto ya he hablado de la porosidad, que la hemos mencionado, y este es cómo se dedujo la porosidad en el núcleo. Hay dos formas. Una es mediante imágenes, se reconstruye el volumen, se sabe la masa por navegación de la nave espacial, y entonces se saca la densidad y la porosidad. Y ya hemos dicho anteriormente que era un 75%. Pero tuvimos durante el sobrevuelo de Philae, fue capaz de emitir señales
que atravesaron el núcleo cometario y la recibió la nave Rosetta. Disons que les informations récoltées par Philae ont été transmises à Rosetta, qui ensuite les étudiera. Atravesando el núcleo, pasé par el núcleo. Et elles ont traversé ces informations. On remarque des ondes à travers la comète. C'est donc les informations portées par la traversée de la comète qui vont renseigner sur l'intérieur de la comète. Entonces, las medidas indican que, o para poder explicar esa medida, o bien que el cociente polvo-hielo decrece con la profundidad, lo cual puede ser cierto porque el hielo se gasta con el calentamiento solar, o bien que la porosidad aumenta con la profundidad, dando lugar o habiendo huecos muy grandes. Donc la question se posait de savoir si, en quelque sorte, le rapport poussière-glace, c'est-à-dire la porosité, en fait, varie avec la profondeur, ou si au contraire, elle augmente, enfin, dans quel sens elle varie, est-ce qu'elle augmente avec la profondeur? Hubo otro instrumento a bordo de la nave, que es que se llama Radio Science Instrument, que es para trabajar a longitud de onda de radio. Y lo que deduce ese experimento es que no hay cuevas del tamaño del metro. Y además también hay otra medida, y es que los dos lóbulos tienen densidad diferente. El lóbulo pequeño y el grande tienen una densidad diferente. Ce qui apparaît bien, c'est qu'il n'y a pas de cavité à l'intérieur, il n'y a pas de trou d'aucune taille. Et cependant, ce qu'on a noté d'acier, parce que la stratigraphie montre des couches qui sont pratiquement orthogonales les unes avec les autres dans un lobe et dans l'autre. Mais moi, je pose la question, et pourquoi ce ne serait pas un lobe qui aurait tourné avant de se... Pour le faire orthogonal. Oui. Non, parce que ça, on peut imaginer qu'il y ait une rotation. ¿Cómo se fait la... Oui, la jonction. Oui. No, hay teorías para explicar cómo se ha unido. Oui, et voilà, il faudrait connaître le processus d'union avec précision pour pouvoir... Il y a des théories qui expliquent ça. D'accord. Datos importantes también es que el cometa tiene una fuerza de tensión y una fuerza de compresión que no son despreciables, o sea, aparentemente muy frágil, pero es capaz de mantener su propia gravedad, no colapsando. Oui. Disons qu'on a pu constater qu'il y a des forces de tension donc, qui tendent à se séparer, des forces de compression qui tendent à comprimer, assez fortes et qui expliquent la jonction. La junción. Vamos a voir. En film. Estos valores, cuando uno trabaja con los valores de fuerza de tensión y de compresión y hace modelos, lo que nos dice es que el núcleo del cometa se formó mediante procesos que unían partículas de polvo, de material, a una velocidad muy lenta, de 1 metro por segundo, porque si la velocidad es mayor, lo compacta. Les valeurs sont compatibles avec un scénario de formation du noyau cométaire selon une accrétion très lente, 1 mètre par seconde, donc quelque chose de très doux, quelque chose de pas violent. Estas son imágenes de otro instrumento, se llama, creo que es Cosima y Mira. Entonces lo que vemos aquí es cuando un grano de polvo cometario choca sobre una de las superficies del experimento y se rompe. O sea que lo que nos viene a decir es que los granos no son bolitas aisladas, sino que al final se han unido entre sí mediante el hielo. El hielo funciona como pegamento de esos granos de polvo. Entonces, por cada 20 granos así que se rompen en sus partículas, hay uno que es realmente esférico. La glace agit comme du ciment entre les grains et quand la glace disparaît, les grains sont dissociés. Este es un modelo muy clásico y que está ahora en revisión, es cómo se formó el sistema solar. En el tiempo 0 millones de años, el orden de los planetas era Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Había mucha masa más allá de Neptuno y de Urano. Ceci est le modèle planétaire, la théorie de Nice, puisqu'elle est due à un astronome de l'université de Nice. Et dans ce modèle, à un temps t que nous appelons égal 0, les 4 planètes géantes se trouvaient elles étaient donc
Lo que ocurrió en el año 800 millones de años. Donc ça c'est le début de la matière. Hubo una resonancia entre Saturno, Voilà. sí, hubo Júpiter y Saturno modificaron el sistema, entonces Urano y Neptuno cambiaron la órbita y todos estos cuerpos que hay aquí salieron eyectados. Eso es lo que dio lugar al cinturón de Kuiper y a los cometas que hay en la nube. D'accord. C'est lors des déplacements des grandes planètes que ça a créé des troubles et qu'à ce moment-là, tout le matériel autour s'est dispersé dans tout le système solaire. Lo que ocurre, lo que hemos hablado en el modelo anterior es cuando los cuerpos ya son grandes, cuando predomina la fuerza gravitatoria. Pero hay un problema para los físicos, es que no podemos explicar todavía qué ocurre entre partículas del centímetro hasta las partículas del kilómetro. O sea, cuando no hay fuerza gravitatoria y predomina la fuerza gravitatoria. Ahí hay un vacío de teoría muy difícil de analizar, de desarrollar. Dans la théorie de la formation du système solaire et des objets donc, qui vont constituer le système solaire, il y a une difficulté parce qu'on arrive bien à résoudre le problème physique quand il s'agit des petits grains de l'ordre du centimètre, et puis par contre, et du kilomètre à peu près aussi. Mais entre ces deux tailles, petites et grandes, il y a un vide, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment comment se forment les objets donc, de taille intermédiaire. Entonces hay dos teorías. Una teoría que le llama aglomeración jerarquizada, y es que es un proceso lento, como he dicho antes, en que las partículas se adhieren a 1 metro por segundo y crecen poco a poco. Donc la création, la formation des objets se forme peu à peu en commençant. Le processus est lent, mais et il préserve les propriétés primordiales. Les corps grands initiaux au début croissent rapidement et affectent les vitesses des corps petits. Quand ils commencent à croître, les petits viennent après, les gros. Non, les petits c'est le premier et après les gros. Ah, c'est le contraire. Sí. D'abord les petits et après les gros. Hay pequeños, empiezan a adherirse y Ah llegan... oui, d'accord, ça paraît logique, c'est paraît logique. Pero esta teoría tiene un problema y es que cuando uno hace cálculos, los cuerpos no pueden crecer más allá de 1 metro porque empiezan a tener colisiones destructivas. Il y a un problème lorsque la dimension, on arrive à de l'ordre de grandeur du mètre. C'est ce qu'on appelle le problème de la barrière du mètre. Les corps qui s'associent avec le gaz créent des collisions, il y a des collisions destructives et donc ça bloque au niveau de la taille de 1 mètre. Eso quiere decir que solamente había cuerpos de 1 metro como máximo. D'accord. Pas de kilómetros. D'accord. La otra teoría, Une autre théorie, puisque là nous allons sur des théories différentes. c'est la teoría de inestabilidades de corriente. Quiere decir, estas inestabilidades ocurren en el disco protoplanetario, donde hay corriente de gas, hay movimiento de gas, parte de él turbulento. Entonces, los cuerpos grandes se forman muy rápido porque el gas confina a los cuerpos pequeños y entonces comienzan las colisiones. Donc c'est une autre théorie qui considère que les gaz, les courants de gaz qui circulent dans la matière sont enfermés, il y a du gaz enfermé dans les corps. C'est pas ça confiné. Le gas es les partículas à se confiner. Ah, c'est confiné, c'est rapproché. D'accord, c'est aggloméré. Le gaz est un facteur positif pour l'agglomération des particules. Se forman cuerpos grandes y ocurren colisiones. Este es un modelo realista, casi reproduce todas las observaciones grandes del sistema solar. Ce modèle paraît tout à fait réaliste. Il y a un problème avec 67P. Oui, mais ahora on voit ici le modelo. Estas son las inestabilidades de gas, de corriente, y cada punto rojo es la aglomeración de partículas. Y vamos a ver que cada X tiempo aparece una partícula grande. Por aquí viene una partícula. Donc en bleu, ce sont les courants de gaz, et en rouge, ce qui apparaît, ce sont de la matière agglomérée. Sí, hay partículas grandes de tamaño kilométrico ya. Son protoplanetas.
Donc on a des protoplanètes. El problema surge con 67P, porque 67P sería alguno de los pequeños. D'accord. 67P désigne une de ces agglomérations, de ces objets qui se sont déjà formés. El problema es que tiene, si estos cuerpos que han sido aglomerados por el gas deben tener una densidad alta. 67P tiene una densidad baja y es muy poroso. Donc, alors que les objets formés, comme on a vu précédemment, devraient être des objets denses et durs, de forte densité, 67P, la comète 67P, elle, c'est le contraire. Elle est de faible densité et de grande porosité. Tiene muy poca fuerza Il y a peu de force de tension. En esas colisiones las moléculas volátiles se destruyen por el calentamiento. Elle n'a pas souffert de collisions destructives. Y tampoco, bueno... et là, une abondance de molécules muy volátiles, sí, monóxido de carbono, dióxido de carbono, légères. Y también no ha sufrido proceso térmico, o sea, no ha sido calentado y enfriado ni en colisiones ni en acercamiento al Sol. Ça c'est très important parce que l'évolution souvent est due à des phénomènes thermiques, de réchauffement, et là il n'y a pas eu de modification thermique due à la chaleur dans cette comète 67P. Alors, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de modelo Benissa, que suele explica las propiedades grandes del sistema solar, con modelos microscópicos y macroscópicos de la formación del primer planetesimal? Entonces, hay un compañero que ha hecho una especie de mezcla de modelos con nuevas teorías para explicar las características del 67P, el modelo de Benissa y el exceso de masa que hay más allá de la órbita de Neptuno. Y eso es lo que voy a explicar. Donc pour expliquer le fait que 67P est un peu différent du modèle classique, de ce qu'on pensait du modèle classique, on a fait une espèce de mélange, la mescla, des théories pour bâtir une solution possible et envisageable pour la formation des planétésimos. Hay un modelo, que es el que hay ahora actualmente vigente, digamos, que es el modelo de Benissa, junto con ese modelo de inestabilidades que crecen los cuerpos a tamaño kilométrico, y hay mucho material más allá de Neptuno, de 35 veces la masa de la Tierra. En estas condiciones se forman cuerpos grandes, son los protoplanetas. Donc tout d'abord se forment les grands corps qu'on appelle les planétésimaux. Oui. Como son muy grandes, empiezan a interaccionar gravitatoriamente y tienen mucha velocidad de Ils ont dispersión. beaucoup de vitesse, donc ils peuvent se déplacer un peu partout. Con lo cual chocan de una forma destructiva, y eso significa que no podría haber cuerpos pequeños, como los núcleos cometarios primitivos, sino que proceden de la colisión de esos cuerpos más grandes. Donc si on admet qu'il y a une destruction par collision, à ce moment-là, les comètes sont des corps de petite taille. Oui, son de deuxième génération, ne Et ce sont ne pas seraient pas primitifs. des primitifs, mais seulement de deuxième génération. La comète viendrait en seconde génération de corps formés dans le système solaire. Si por otra parte pensamos que solamente ocurrió un crecimiento de las partículas pequeñas organizado, no podríamos tener cuerpos grandes y solamente tendríamos cuerpos pequeños, y además hubieran tenido el ritmo de aglomeración para formar, todavía no habría un sistema solar. O sea, este proceso es muy lento para formar los planetas que hoy tenemos. Et donc là, c'est une autre théorie, enfin, c'est une autre façon d'interprétation différente, avec une croissance du système hiérarchisé, c'est-à-dire que toutes les tailles se forment en même temps. Petit, ils se font les petits, Les petites, doucement. On n'arrive pas à avoir des planétésimaux qui forment la Terre, mais voilà. Donc, Entonces, la solución a algo que parece Sí, funcionar bien l'un y ou otro l'autre. que también puede explicar las características de 67P necesita una nueva teoría. Autrement dit, il est nécessaire de faire d'autres observations si on veut trancher un petit peu cette question et approfondir en quelque sorte la formation des comètes. Entonces, hemos unido esta teoría con esta teoría, modificando algunas de las
premisa. Voilà. Hoy por eso. Donc, ces deux théories, quoique différentes, elles peuvent malgré tout trouver un tronc commun. Et c'est là qu'il faut chercher. La solución que hemos encontrado es que el material que hay más allá, ese puntito verde que vimos que dispersaba, es lo que hay más allá de la órbita de Neptuno, no son 35 masas terrestres, sino 15 masas terrestres. Al haber menos masa ahí, se pueden formar algunos cuerpos grandes, perdón por el inglés, y he perdido algo por el camino. Se pueden formar algunos cuerpos grandes, se preservan cuerpos pequeños, y entonces podemos explicar la población de cometas primitivos, porosos, poco densos. On pense qu'en effet, une solution intermédiaire tout à fait possible, qui respecte la formation des gros corps, mais aussi la possibilité des petits corps d'exister. Voilà, là on revient à Rosetta. On revient a Rosetta, este es el final de la nave. Ya saben que el día 30 de septiembre a las 13:19 hora europea central terminó la misión Rosetta mediante una colisión controlada con el núcleo del cometa. Voilà, la mission Rosetta s'est donc achevée le 30 septembre 2017, il n'y a pas très longtemps. On a 2016. Ça achèvera. 30 septembre 2016. Perdón, 2017, sí, sí, 2016. On anticipe. Le 30 septembre 2016, on a bien entendu le bip qui signalait qu'il y avait eu contact avec le sol de la comète. Et tout naturellement, à ce moment-là, on a coupé. Et j'avoue que on a suivi la scène en direct. On avait le signal envoyé par Rosetta, qui était un signal en hauteur. Et puis tout d'un coup, le signal est devenu plat. On nous a dit, ça y est, elle s'est posée, elle n'aimait plus, c'est terminé. Voilà. C'est une belle fin de mission, puisqu'elle a été programmée et que ça s'est passé comme les décideurs l'avaient souhaité. Estos son algunas, bueno, es un mosaico que tuvimos que formar en el último corriendo, básicamente. Una de las cámaras, Osiris, a medida que bajaba, tomaba imágenes de la superficie del núcleo cometario y como no se podía transmitir todas las imágenes y ya no se pueden guardar en la nave, la transmisión era de imágenes pequeñas para hacer un collage. Entonces, estas imágenes son... des photos prises pendant la descente de Rosetta et qui ont reconstitué le paysage. Et là, nous avons le sol de Rosetta. Esta es una de las... Sí, sí. Este es el suelo, están mal unidas, pero este es un cráter. Esta es una de la última, no sé si la puedo mostrar. C'est peut-être la dernière image envoyée par Rosetta du sol de la comète avant qu'elle prenne contact. La resolución es 1 milímetro por píxel. Alors, la résolution est de 1 mm par pixel. C'est dire que voilà, les objets que nous voyons sont vraiment très petits. Es casi un microscopio. Comment? Es casi un microscopio. C'est de l'ordre du microscope. Voilà. C'est vraiment des objets très petits. Y gracias. Magnifique. ¿Alguna pregunta? Quel est l'élément de numéro atomique le plus élevé, au sens de la classification périodique de Mendeleïev, qui a été trouvé sur Rosetta? L'elemento de más alta número atómico. Disons que elemento de la clasificación de Mendeleïev. Es decir, ¿Me he encontrado hierro, magnesio? hierro, magnesio, voilà. Como elemento. Fer, magnésium. Como molécula hasta 350. Là, pour les molécules, on arrive à une masse atomique de l'ordre de 350. Mais pour les éléments, les plus hauts, les plus élevés, c'est le fer, 56, et le magnésium, le 27. Una pregunta aquí. En las imágenes recibidas de la ESA son impresionantes en contraste. Pero he recibido también datos
de que el 67P es muy oscuro, casi como el carbón. ¿Ha habido mucho tratamiento de las imágenes? No. El 67P tiene un albedo, o lo que refleja, de un 6%. Es más negro que cualquier cosa negra que haya aquí. Lo que ocurre es que las imágenes que usted está viendo aquí, o que ha visto en toda la presentación y otras que tengo por ahí, son hechas por una cámara de muy alto rango dinámico. Es un HDR para los fotógrafos, High Dynamic Range. Entonces no ha habido tratamiento. Lo que no ha ocurrido... La comète 67P a été vue comme étant une comète excessivement noire. Plus noir que quelque chose ici. C'est plus noir. C'est plus noir que les... Voilà, très très noir. Ça a un albedo assez faible. Et les photos ont été faites avec une caméra d'excellente résolution. Excellente capacité de voir photos. Voilà. Entonces, il n'y a pas eu de trucage. Non. Voilà. C'est des photos réelles, faites, alors que effectivement l'objet, la comète était très noire. La cámara tenía un detector CCD de 14 bits. Normalmente las cámaras que usamos nosotros tienen 8 bits. Ahora se están construyendo cámaras de 16 bits que tienen más rango dinámico. Entonces, las imágenes nosotros las hacíamos para que fuesen visualmente aceptables, pero uno puede trabajar con esas imágenes, llevarlas al extremo y empezar a ver características reales de emisión de polvo en las costas y demás. Pero no hay tratamiento, es simplemente hacer un High Dynamic Range o superponer fotos de... Pero es muy negro, es un 6%, es más negro que cualquier cosa negra. Otra segunda, esa última, tercera teoría que queréis unificar para dar respuesta a la naturaleza del 67P, ¿tiene algo que ver con el tema de los Júpiteres calientes reconocido últimamente de los exoplanetas en otras estrellas? ¿A qué se refiere con...? Me refiero a si ahora están prácticamente en el exterior del sistema solar. Los cometas, sí. No, los cometas no, hablo de los Júpiter, de Júpiter, Saturno, Urano. Los Júpiter... Pero han estado más cerca de la estrella y por eso, por resonancias entre los cuerpos superiores más grandes, han sido expulsados o bien han pasado a otras órbitas más alargadas y con mayor excentricidad debido precisamente a esas resonancias. Es decir, porque parece ser que mezclas ahí un poco en las dos últimas teorías un poco el tema entre cuerpos gigantes, kilométricos, y los cuerpos menores, y ahí no lo tengo yo muy claro. A ver si me has entendido con el tema. Sí, creo que sí. A ver si ahora usted me entiende a mí. El modelo de Niza parte de el Sol, los planetas terrestres que apenas tienen masa y no tienen, digamos, repercusión gravitacional sobre el resto, y Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano ya estaban en su sitio formado. O sea que ya estaba, el modelo de Niza dice que Júpiter ya estaba a 5 unidades astronómicas, Saturno estaba a 10 y Neptuno y Urano estaban cambiados de sitio. Entonces, el movimiento orbital de ya Júpiter y Saturno formado en su sitio entró en resonancia y provocó una perturbación de Neptuno y Urano que cambiaron su órbita. Y eso fue lo que produjo la dispersión de los cuerpos menores o los transneptunianos y todo lo que. Lo que está ocurriendo ahora con los exoplanetas es que se están viendo planetas muy jóvenes que no llegan todavía a los 15 millones de años, se han formado muy cerca de su estrella madre y quizás todavía no sabemos ni si sobrevivirán porque están teniendo un barrido de la atmósfera, y tampoco, si tuvieran más planetas alrededor, podrían entrar en ese fenómeno de resonancia que los traslada, ¿no? Pero los planetas gigantes que se han formado ahora mismo, que estamos viendo, los exoplanetas, están todos muy cerca de la estrella madre en fases muy tempranas. El modelo de Niza ya está elaborado cuando el planeta se ha formado bien allí o bien ya estaba o bien ha llegado allí, pero se dedica sobre todo a estudiar qué ocurre con los cuerpos menores, no con los planetas.
La dinámica de los sistemas exoplanetarios es muy complicada porque no se puede todavía saber cómo puede sobrevivir un planeta tan cerca de la estrella. O sea, un planeta gigante más cerca que Mercurio y perdiendo gas de la atmósfera de un número muy alto. Entonces, lo que estamos haciendo en ese modelo que está publicado es mezclar un poco dos teorías que permiten tener cuerpos primitivos, cuerpos pesados, planetas terrestres y no tanta masa más allá de Neptuno para poder dar lugar a cuerpos que no se han roto todos por colisiones. Pero los exoplanetas están todavía no hay planeta viejo detectado en un sistema exoplanetario. On ne lance pas dans la traduction, c'est la discussion du modèle de Nice et de la formation des planètes. On sait que dans le cas d'exoplanètes, très souvent les exoplanètes sont très près de l'étoile centrale. Dans leur étoile, dans le cas du système solaire, le modèle de Nice lié à une autre interprétation. El modelo de Nice parte con un sistema planetario estable y formado. Voilà. Lui, il travaille sur le système déjà formé et pas sur le début. Donc, il cherche des phénomènes de résonance qui créent des perturbations dans les orbites, mais les grosses planètes sont déjà formées dans les systèmes a la place. En los sistemas exoplanetarios ya se han detectado exocometas. Ya se encuentran nubes de desechos de formación de planetas que le llaman exocometas y están aproximadamente a 100 unidades astronómicas, más o menos a la órbita de Plutón. Alors, une question, enfin il y a deux questions. Deux questions. Liées à une des questions qui vient d'être posée, c'est Fred Whipple décrivait pour le grand public une comète comme étant une boule de neige sale. Maintenant, est-ce que vous avez une autre proposition de définition cométaire pour définir ce qu'est une comète? Et moi, ce que je voulais savoir, c'est à quelle vitesse dégage une comète par rapport au vent solaire, quelles sont les vitesses qui sont des vitesses comparables quand la comète se trouve au périhélie, ou est-ce qu'on a remarqué des vitesses très différentes? Les gaz sont à 1 km per seconde. Les gaz sont à 1 km Ah, j'avais compris. C'est bien. Voilà une donnée précise. Merci. Et la première question, c'était Fred Whipple, la définition. Oui, la définition de la grosse boule de neige sale. Maintenant, surtout quand elle est plus proche de la couleur noire du charbon. Donc, la definición ahora ya no es una bola de hielo de agua sucio, es al contrario, es algo sucio con hielo. Donc, autrefois, du temps de Whipple, c'était une boule de neige sale. Maintenant, ce serait plutôt une boule de cochonnerie avec un petit peu de glace. El cociente polvo-hielo es 4. O sea, hay más polvo que hielo. C'est más polvo. ¿Y otra cuestión? ¿Alguna pregunta más? No sé si querían ver imágenes, porque yo he presentado resultados globales de Rosetta. Si quieren ver imágenes de alta resolución de Osiris, de las cámaras, de chorros y demás, tengo también. O sea que si alguien quiere verlas, pues las vemos, y hay ahora un descanso, puedo poner algunas. Si vous voulez, Lucien nous propose pendant le repos, pendant le temps pendant la pause, pardon, de mettre quelques images d'autres résolutions de Osiris, de la caméra. Donc vous rappelez que la prochaine conférence est à 5h15. On va laisser les images courir. Les gens qui vont rester pour les voir très bien, les gens qui vont partir pour se reposer un peu, c'est bien aussi. D'accord, merci. Bravo.